Get ready. Loading Piranha. Piranha has been installed. Good luck. Come on. Et oui, je suis un serment. T'es quoi? Un serment. Et voilà, le 5e opus de Piranha est donc loadé dans notre base de données. Si vous êtes sur votre Amstrad, votre CPC, ou si vous êtes sur votre ZX Spectrum. Bref, n'importe quelle console est acceptée au podcast dont vous êtes le héros. Salut les aventuriers. Et nous voici de retour dans la mini-série Piranha. Salut les gars, comment ça va ? Salut Xav, salut Fabien, salut tout le monde. Oui, Piranha, cette capsule temporelle qui nous ramène en milieu des années 80. Moi j'adore, même si c'est tout n'est pas rose dans Piranha, au moins ça nous fait bien débattre et bien rigoler, quoi. Bonjour à tous, bonjour Xavier, bonjour Fred. Effectivement, tout n'est pas rose, même tout est plutôt en noir et blanc avec Piranha, surtout les pages à l'intérieur. Ça y est, on est qu'au 5e volume et on sent déjà que ça baisse en qualité. Il y a encore un peu de couleur, mais enfin un peu de couleur, je dis. Là, en fait, ils ont rajouté pour ce numéro une bande dessinée. Vous vous rendez compte, une bande dessinée. Ah ouais, mais bon, c'est une bande dessinée historique, sinon ça serait pas marrant. En fait, Piranha, ça devient Passeport, quoi. Ah oui, c'est un vieux magazine, ça. Oui. Passeport, c'est le truc de l'été, c'est ça, en France, quand t'es gamin, c'est le truc chiant qu'on te file pour faire des devoirs. C'est pour faire tes devoirs à la base. Les cahiers de vacances. Les cahiers de vacances, ce truc relou, quoi. T'es en vacances, merde, laissez-les tranquilles, les mômes. Alors, attends. Piranha, oui, on est de retour. Je suis déjà... désolé, les gars, c'est parce que je pense déjà à l'aventure auquel on va discuter, le Rapt, et j'ai déjà mon cerveau qui est en train de me dire... Enfin, bref, allez... Joie et la bonne humeur, nous voici de retour pour ce 5e volume, qui est donc sorti en avril 1986. Fabien, parle-nous un petit peu de cette belle couverture, de ce que l'on retrouve dans notre fameux portail dimensionnel de Piranha, et donc mis en avant. Donc c'est le numéro d'avril, voilà, et je suis content, parce qu'il y a des animaux sur la couverture, donc enfin voilà. Donc ça me fait plaisir, on voit des mouettes, un beau canard, on voit un petit singe aussi, voilà. Donc ce numéro-là justement met en avant les animaux, parce qu'il y a un reportage sur les animaux dans tous les pays du monde. Bon, nous en France on a beaucoup des chiens, des chats, mais dans d'autres pays, eux ils ont pas ça, ils ont autre chose. Par exemple des serpents, voilà, ou des éléphants, voilà, des vaches, des singes. C'est un reportage de plusieurs pages. Ce qui est dommage, c'est que les photos tout est en noir et blanc. Voilà. Parce que des belles photos d'animaux, on aurait préféré les avoir en couleur. Voilà. Et ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui est de retour dans Piranha dans le numéro 5, à votre avis? Roald Dahl. Non. Ouais. Roald Dahl, non? Les élections législatives. Oh, fuck. Oh là là. Eh oui, donc ils en parlent encore. Là, ils parlent des résultats des élections législatives. Parce que, logiquement. C'était quoi les scores, tu les as, Fabien? C'est une bonne question, ça. Voilà. En fait, Avec des partis qui ne se mettent plus RPR. En fait, UDF. on voit une grande photo avec Jacques Chirac et François Mitterrand se serrant la main. Ouh, c'est culte. C'est très culte. Ils en ont fait des t-shirts. Non, voilà. Je sais pas si c'est une blague ou si c'est sincère. Je suis complètement perdu. C'est pas grave. Mais vous trouvez pas que le dessin il ressemble un peu au canal de l'Ourcq près de Stalingrad, là, sur Paris, là? Les ponts, ça me fait typiquement penser à cet endroit-là. Là. Ouais, justement, c'est ce qu'on voit dans le portail dimensionnel. Là, il y a une mouette, justement, qui sort de ce portail, plusieurs mouettes, et donc, le canal de l'Ourcq, moi, ça me fait penser... Fred, ça me fait penser plus au Thames de Londres, parce qu'il y a des usines tout autour de ce canal, tu vois, là, à droite. Il y a une fameuse usine qui est en train de polluer l'air, et le ciel est gris, très londonien, ça pleut et c'est gris. Bon, après, Paris aussi, quand même. Mais ouais, et toi, tu me disais quelle partie du canal ça te fait penser? Tu sais, là, dans le 19e, quand ça va de Stalingrad à la Villette, là. Il y a ce genre de pont, là. Bon, après, la perspective est pas totalement identique, mais moi, ça m'a fait penser à ça, ouais. Ouais, mais il y a les canards, ouais. Par contre. Les canards, t'oublies direct. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on voit sur le côté gauche? Donc, comme tu disais, Fabien, donc il y a une BD sur le côté.
Et sur la partie droite, il y a donc une photo tout en haut d'un singe qui a une tenue de flic. Non, c'est une salopette, non? Tu crois que c'est un... Non, c'est... On dirait qu'il y a un badge au milieu et on dirait que soit il est Oh. assis sur un tabouret ou soit il a une AK-47. Oh. Non, Oui, non. il est assis sur sa queue en lévitation, c'est le singe Bouddha. Vous l'avez pas reconnu. Je crois que c'était le singe flic avec sa mitraillette. Ouais, sa mitraillette. La planète des singes, quoi. Enfin, Ouais. c'est plutôt la planète des rouges, là. Et puis en bas, donc, notre aventurier Laurence d'Arabie, hein, donc, de l'histoire intitulée Le Rapt. Donc on verra hein, plus tard. Donc c'est l'aventure auquel on va discuter dans ce 5e Piranha. Mais tournons la page et Fabien, parle-nous-en un peu plus de ce qu'il y a dans ce numéro. Je voulais revenir là sur la vignette qu'on voit sur la couverture par rapport à la bande dessinée parce que il y a un monstre en fait, il y a un démon qui est en train de réveiller le héros. C'est juste en fait le personnage qui fait un rêve parce qu'il n'y a pas du tout, c'est pas du tout démoniaque, hein, ça se passe pas dans l'heroic fantasy, c'est vraiment une bande dessinée historique. Hein. C'est sur la vie de Barberousse. Donc rien à voir, mais je pense que pour attirer le lecteur, ils ont mis, on va mettre un monstre et tout comme ça. Le lecteur croira que c'est une bande dessinée d'heroic fantasy. C'est une stratégie connue, ouais. Mais par contre, ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est qu'on en retrouve le fond noir, mais par contre, la typo est plus blanche comme au départ, elle est rouge, et moi je trouve que ce mariage-là pète pas mal, hein, bande noire avec le typo rouge. Toi, Xavier, t'en penses quoi? Ouais, en effet, c'est un superbe habillage. Surtout, ce que j'aime bien aussi de Piranha, c'est tout au haut, on a un fameux rectangle horizontal très fin, donc avec le slogan de Piranha, hein, le journal qui vous dévore, Télérama Gallimard. Donc on a déjà cette couleur jaune, cette bande-là, tout en haut, qui tape déjà. Piranha en rouge, en effet, Fred, vraiment, ça rentre dedans, avec ce fond noir. Et Fabien, je voulais te demander, est-ce que c'est par rapport à notre scan, mais est-ce que la pochette est un peu noir-gris ou noir complet? Noir-gris plutôt. Noir-gris, donc ils ont changé du début, mais en effet, ça pète bien, et c'est une super bonne idée, hein. Moi, je trouve que c'est une très très belle évolution de la mise en page du Piranha. Surtout, là, j'essaie de retrouver le tout premier, les gars. En effet, c'était un fond noir complet, avec Piranha tout en haut, et en effet, de sortir comment dire, c'est l'harmonie parfaite du bandeau jaune, Piranha rouge, impact, boum, ça rentre dedans tout de suite, hein, comme le titrage de la pierre de sang, hein, du tout premier. C'était une très très bonne idée, quoi. C'est super, contrairement justement où on parlait, les gars, dans le précédent podcast, là où il y avait le Temple de la Terreur, qui était bleu, avec le titrage de Piranha jaune, ce qui est pas mal, mais qui a beaucoup moins d'impact, en effet. Chaque numéro aura sa couleur différente aussi. Hein. Vous verrez dans nos autres épisodes, on verra aussi. C'est un peu plus. Par exemple, le numéro de l'été, c'est des couleurs assez flashy. Plus chaude, ouais. Oui, voilà. Chaude, ouais. Une bonne idée, ouais. Alors, parle-nous un petit peu musique, spectacle, théâtre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Ben, je retiendrai surtout c'est Roald Dahl. Donc, Ouais. une nouvelle de lui, Henri Sugar. C'est ce que je préfère dans ce numéro de Piranha. Ah, Le c'est reste- chouette quand même, ouais. C'est Ouais. chouette d'avoir du Roald Dahl à lire dans Piranha. Moi, je trouve ça top, quoi. C'est des bons écrivains. Sinon, le reste, je passe. Ok, il y a rien, quoi. Ça diminue tellement à ce point-là. Les résultats des élections, d'une BD historique et du Roald Dahl, c'est tout. Ah, si, il y a le clairon des cantines à Amiens. Attention. Oui, alors, le clairon des cantines, en fait, ils interviewent des élèves de collège pour parler de bouquins qu'ils ont aimés. Voilà. Ça s'appelle clairon des cantines, alors que les élèves sont interviewés dans des CDI. Dans Bizarre. des bibliothèques. Ah oui, le clairon des CDI, ça c'est Clairon moins des bien, quoi. CDI. Ça sonne un peu moins bien. Alors, franchement, Fabien, si tu nous parlais justement de la particularité de ce numéro, car il n'y a pas qu'un écrivain, mais il y en a donc 27. 27 plus un professeur. C'est 27 élèves d'un collège de 6e en fait. C'est le collège Henri Matisse à Issy-les-Moulineaux, en Ile-de-France. Ils ont eu la chance que leur professeur leur demande d'écrire un livre dont vous êtes le héros, une aventure dont vous êtes le héros. Moi j'ai de la chance, ils ont de la chance parce que moi jamais mes professeurs à l'époque ils m'auraient demandé ça. Hein, et vous, je sais pas comment, si vos profs de français à l'époque, est-ce qu'ils connaissaient les livres dont vous êtes le héros quand vous étiez au collège?
Pas du Vas-y. tout. Non, moi c'était c'était les deux, donc France et Amérique. France, Amérique, nous c'était les Choose Your Own Adventure. Et ça c'était la bibliothèque, c'était ceux qui étaient empruntés le plus. Hélas, on n'avait pas de Fighting Fantasy ou de livres-jeux. Et après, quand j'étais en France, c'était déjà les débuts mi-90, donc c'était l'arrivée du PC et du jeu Windows 95, quoi. Donc ça en diminue un peu la lecture pour passer plus aux jeux vidéo. Donc ça change. Pardon, excuse-moi, la question complètement, je suis ailleurs, la merde, excuse-moi Fabien. Non, mes profs connaissaient pas du tout. C'est suis le curriculum, pose pas de questions, j'ai fini mon curriculum, rentre chez toi, dégage. En tout cas, là, ils ont eu un bon prof. Hein. Donc, c'est Dominique Chiquet, pardon. C'est Dominique Chiquet qui, avec à l'aide de ses élèves, donc, ils ont écrit une aventure. Ils ont envoyé l'histoire à l'équipe de Piranha, qui ont été emballés et qu'ils ont accepté de publier l'histoire. Hein. Je pense que les élèves devaient être drôlement fiers. Hein. Ouais, et 316 paragraphes, c'est énorme quand même. Hein. C'est énorme. Ah, mais c'est chouette quand même. Attends, le Dominique Chiquet, il est cool comme prof, quoi. C'est génial, c'est motivant en tout cas, c'est une bonne idée d'écrire et de créer quelque chose. J'aurais bien aimé faire ça. Ah oui, moi totalement, hein. Franchement, c'est parfait. Hein. Et puis hélas, c'est triste, hein, parce que... Enfin, c'est triste, je dis bien, parce que cette histoire ne sera jamais éditée dans un livre, hein. On la retrouve que dans ce magazine de Piranha. Ça veut dire qu'elle n'est même pas traduite, rien du tout, elle existe que dans ce volume français de Piranha. Point barre à Lénine, c'est tout. Et c'est bien dommage, parce qu'elle pourrait être... Gallimard aurait pu l'imprimer, l'individualiser, ça aurait été vraiment intéressant en plus comme concept. C'est une exclusivité, ouais, ils auraient peut-être pu faire un petit supplément en l'offrant aux lecteurs des éditions Folio, ça aurait été sympa. Ouais, ça aurait été chouette, quoi. When you grow up, your heart dies. Et donc, bien sûr, pour accompagner tout cela, c'est pas donc 26 illustrateurs, hein, ça sera qu'un seul, très connu d'ailleurs, hein, Philippe Munch. Donc Philippe Munch, si vous suivez le podcast dont vous êtes le héros, vous connaissez déjà ce nom, hein, vous connaissez même cette personne, Philippe Munch. C'est l'illustrateur de la boîte contenant les deux livres, Les Maîtres des Dragons. Alors, pour connaître sa biographie, n'hésitez pas à réécouter notre épisode 44, Fabien, si c'est ça ? Oui, c'est un des épisodes que j'aime le plus en fait. Yeah, c'est parce qu'il m'a donné beaucoup de fil à retordre et après à la fin j'ai adoré. Ouais, et justement ça se passe dans les années 80 là-dessus, donc enfin lui, sa grande, comment dire, le summum de sa carrière c'est dans les années 80, il travaille énormément pour les éditions Gallimard qui lui demandera justement d'illustrer ce concept du rapt. Voilà, et qui, franchement, il s'en sortira très bien avec des très belles illustrations, une dominance du bleu, on sent tout de suite, c'est les couleurs de l'été hein, dans cette aventure, en tout cas c'est un climat chaud, il y a des couleurs très légères contre le soleil, hein, du turquoise, du violet clair, en fait beaucoup de couleurs désaturées, avec des couleurs très chaudes, hein, et même les bleus en fait sont très désaturés, que ça devient même, on est dans des bleus clairs au lieu du cyan ou des couleurs plus foncées, quoi. Et donc quand il réalisa ces illustrations, voilà, Philippe, il avait donc 27 ans. Et il y a tout type d'illustrations dans l'histoire, c'est assez sympa, quoi. Je voulais juste rebondir sur... Parce que la liste des 27 élèves sont notés. Ce qui est dommage, c'est que Piranha n'a noté que le prénom et juste la lettre de leur nom de famille. Ils auraient quand même pu... parce que moi, j'aurais été un des auteurs de cette aventure. J'aurais bien voulu qu'il y ait mon nom plus mon prénom. Parce que des Vassan B, il y en a 36 000. Hein, donc si c'est pas plus... Hein, voilà, donc c'est dommage que Piranha n'a pas... Enfin, Piranha Gallimard n'ont pas pris la peine de noter le prénom et le nom en entier. Tu les as, toi, en entier ? Du tout, pas du tout. Ça se trouve, il y a un des élèves qui nous écoute, là, les gars. Ah, écoute, j'aimerais bien, hein, en tout cas, si c'est le cas, si c'est le cas, qu'ils nous contactent. Hein. Ah, ça serait chouette. Ouais, franchement, on aimerait bien entendre leur avis et leur opinion. Voilà, s'il y en a un des 27 élèves, ou d'ailleurs le professeur qui nous écoute, hein, qui était Fabien Dominique Chiquet. Voilà. Bah ouais, n'hésitez pas à nous... Franchement, ça nous ferait plaisir d'écouter votre histoire, justement, l'écriture de ce livre, comment ça s'est passé. Ça nous ferait plaisir. Mais voilà, les gars, donc, il est temps, justement, de parler du rapt. Hey Fred, raconte-moi un petit peu what the fuck is going on.
Donc ça donnait quoi? Oui, c'est de Brainstorm à 27 plus 1. Donc pour faire court, donc la misère est partout dans le royaume de Minou d'Asie. Vous avez bien entendu, Minou d'Asie. Je pense qu'ils sont bien marrés. Dans chaque rue, on trouve que des mendiants et la maladie. Plus rien ne va depuis que le fondateur de Minou d'Asie n'est plus de ce monde. Il y a le grand Kenati. Sa tombe est dans les profondeurs du labyrinthe de la montagne, Hervoul. Le nom est très important. Il faut ressusciter le corps en l'habillant simplement. Donc il faut lui mettre, je crois, un pagne, une perruque, des sandales, lui trouver une dague et un lapis lazuli, un anneau à lui porter au doigt. Donc ça fait déjà quand même 5 objets à récupérer. Et donc, quand il sera habillé, il ressuscitera parmi les morts. Voilà, c'est un peu ça le truc. Et donc, comme ça, la malédiction sera levée et le royaume retrouvera tout son lustre et tout le monde sera prospère et heureux. Malheureusement, bien sûr, tout le monde connaît la quête, mais personne n'a réussi à aller jusqu'au bout. Donc nous, c'est nous qui putain, les formulations que je suis en train de me faire. Bref, pardon. Donc nous, plein de sève, on y va. Donc c'est une aventure très périlleuse que nous avons concocté, c'est 27 gamins, et donc ça s'appelle le Rapt. J'ai toujours pas compris le titre, moi, par contre. Pourquoi ça s'appelle le Rapt? Ils ont fait des noms compliqués pour les personnages, ils auraient pu faire un nom un peu plus original pour le titre. Hein. En plus, personne se fait enlever, donc je comprends pas trop le truc. Bon, bref. De toute façon, oui, donc... Après, donc, les règles sont assez classiques. Qu'est-ce qu'il veut en parler vite fait? Ouais, bah écoute, ouais, pourquoi pas, tiens, je vais faire un petit peu des règles, discuter. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bon, l'équipement très classique hein, d'aventure. On a une épée et un sac, voilà, pour les objets, ainsi que 5 torches. Alors, vous allez voir, hein, les torches sont assez spécifiques dans cette aventure. Il y a aussi le tirage habituel des dés hein, pour le score d'habilité, d'endurance et de chance. Là, on est dans les règles classiques des livres d'Euro. On nous propose également de choisir une potion parmi 3 classiques, hein, qui sont soit l'adresse, la vigueur ou la bonne fortune. Et chaque potion, justement, a 2 doses, voilà, donc on peut profiter de chaque flasque 2 fois de suite dans l'aventure. Alors, l'histoire, l'univers est vraiment très difficile, hein, et il y a pas mal de pièges dans cette aventure, les gars. Il faut vraiment faire un plan, ou au moins se souvenir un petit peu d'où l'on passe, d'où on se balade, hein. Il y a de nombreuses directions à prendre. Il y a donc aussi les 5 objets à trouver dans l'aventure, hein, comme on avait dit, Fred, la perruque, le pagne, les sandales, la dague, le lapis lazuli, et donc une pierre sacrée. Les objets sont vraiment très difficiles à en trouver, et voilà, si on manque un seul, il faut recommencer l'histoire dès le début, et si on n'en trouve que quelques-uns, sans tous, voilà, on perd des points d'habilité avant de retourner, les rechercher et les trouver dans l'aventure. On rencontrera aussi pas mal d'animaux fantastiques, hein, surtout contes et légendes classiques, une licorne hein, qu'on n'hésitera pas à tuer, c'est fou, hein, donc on se la fait à la légende, à la Tim Curry. Il faudra combattre aussi son doppelganger, son double, hein. Il y a aussi un minotaure, il y a des ennemis très originaux aussi, comme le génie du biscuit, ça les gars on va en parler, et il y a aussi des créatures très classiques Heroic Fantasy, j'ai rencontré un orc, puis il y avait 2 ou 3 autres trucs aussi, donc on sent qu'on est un petit peu dans un mélange, et je pense que c'est surtout à cause des illustrations qui donnent ce côté très conte des mille et une nuits, les légendes hein, de Shahrazad, mélangé avec de l'Heroic Fantasy. Voilà l'impression que j'ai eue du Rapt. Mais voilà, si on commençait justement à en parler un petit peu de cette aventure, cette histoire. Alors, l'un de vous commençait un petit peu ce qui lui est arrivé, ce qu'il en pense? Bah moi j'y ai rejoué il y a pas longtemps, donc j'étais dégoûté parce qu'en fait au bout du 3e paragraphe j'étais déjà mort. Donc voilà. Donc, en fait l'aventure est très 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 difficile et c'est dommage quoi. Je comprends. Ça t'est arrivé aussi ça? Oui, au bout du 3e, oui, parce que j'ai ouvert la mauvaise. C'était une porte d'argent. Donc en fait il fallait pas que je l'ouvre et ben moi je l'ai ouvert donc voilà. Et quand c'est bon, heureusement c'était au début de l'aventure, hein, comme ça j'ai pu recommencer mais c'est dommage quoi, je comprends pas que des élèves ils ont fait une histoire aussi dure. C'est parce que franchement, il y a beaucoup de pièges et si on tombe dans le piège, par exemple, on peut revenir au point de départ au paragraphe 1. Donc c'est vraiment pour moi c'est une grosse critique, hein. Est-ce que c'est le professeur qui leur a demandé de mettre un niveau au-dessus? Je ne sais pas, mais je suis vraiment surpris que pour des enfants qui ont écrit l'histoire, qu'ils ont mis vraiment un niveau au-dessus. Hein. Alors vous, comment ça s'est passé?
Bah moi, pour être franc, j'ai trouvé que le concept était similaire à celui de l'aventure qu'on avait fait dans le précédent Piranha, c'est-à-dire que c'était une quête à objet qu'il fallait ramener dans la bonne salle, donc j'ai trouvé ça assez gonflant. Et après, moi je crois que oui, en fait, je pense que les gamins ils sont sympas, ils ont fait un bon brainstorming, ça part un peu dans tous les sens, mais par contre, je pense qu'ils n'ont pas testé leur jeu. Parce qu'il y a vraiment des phases trop frustrantes, c'est-à-dire qu'en fait tu peux mourir juste en ouvrant une porte, ou tu peux juste mourir, t'as deux choix, tu fais le mauvais choix, tu meurs. Et moi j'ai compté, je suis mort 11 fois, qui est quand même le record pour moi dans un livre de Zorut le héros, et à chaque fois tu les vois pas venir, quoi. C'est-à-dire que la porte, ouais, ça au bout de 3, t'as deux chemins, tu prends le mauvais chemin, il y a deux portes, tu prends la mauvaise porte, ça y est, t'es mort, t'es au 3e paragraphe, t'as fait 2 choix, t'es déjà mort, tu fais super, et en fait c'est toujours comme ça. Des fois, des ennemis, tu leur parles, ça leur va pas, ils te butent. Des fois, tu leur parles, ça leur va, ils te butent pas. Des fois, oui, c'est ça. Des fois, il y a une autre porte aussi qui te bute. J'ai trouvé que c'était un festival de mort subite. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo et de mourir à chaque fois. Et en plus, ouais, ce principe, en plus, tu peux te tourner et à un moment faire une mauvaise porte et te retrouver au 1 sans le système du serpent qui te refout au 1. Donc, en fait, je trouve que ce jeu-là, comme on disait, triple frustration, là, cette fois-ci, quoi. Triple frustration. Bah après, par contre, le bestiaire, ils ont bien brainstormé, parce que le bestiaire est assez impressionnant, par contre, moi j'ai trouvé. Et puis les dessins sont toute beauté, ils mettent bien dans l'ambiance, et moi j'ai trouvé beaucoup mieux aussi que l'ancienne aventure. Et même si le thème est un peu plus enfantin, faut reconnaître. Ouais. Je voulais rebondir sur ce que tu disais parmi l'histoire de l'aventure et de mourir autant de fois. Pareil, ouais, je suis mort pas mal de fois. En effet, on dirait qu'il n'y a pas eu de testing du jeu, hein, d'essai. Hein. On meurt. Il y a des choix, en fait, il y a des morts qui sont vraiment lourdes et ça manque de mise en garde. Il y a plusieurs fois, comme tu disais, on ouvre la mauvaise porte. Moi, ça m'est arrivé où j'ai juste voulu choisir une autre direction dans une ville. Je suis arrivé dans une ville qui était complètement inhabité. Il y a une forteresse, une tour, je monte dans la tour, et on peut soit aller à l'étage, sur le toit, ou on peut aller soit dans le grenier. Pardon, qu'est-ce que je dis ? Dans la cave. Je dis, ah, ok, bon, le toit, j'irai en dernier, je vais d'abord aller à la cave, c'est là où se cachent de belles choses. Et on me dit, il y a un dragon qui grogne et qui vous crache du feu, vous êtes mort. Je dis, ok, les 27 élèves, là, et le professeur, les gars, il faut quand même me donner... comment dire, en anglais, le terme du cinéma, je suis désolé de faire du franglais, les gars, je m'excuse à l'avance. Mais si, parce qu'en fait, oui, je m'en souviens, cette scène, t'as pas combattu une gargouille juste avant ? Non. Parce qu'il y a une gargouille, en fait, il te prévient que c'est le donjon de la mort. En fait, quand il y a un mec à l'entrée, tu peux lui donner à bouffer ou pas, et après il te dit, ouais, bah vas-y, rentre, c'est cool, et si tu rentres, oui, tu te fais baiser. Ah, j'ai pas eu ça, moi. Non, je suis arrivé, c'était vide, la ville était complètement fantôme. Et ce que je voulais dire, en fait, c'est que j'ai pas eu de mise en garde. Comment dire, j'ai pas eu d'indice ou d'explication, en fait, sur le fait qu'il y a un dragon à la cave. Parce que si j'aurais su qu'il y avait un doute de descendre au souterrain, je serais pas allé, ou je me serais posé la question. Mais le fait que l'aventure me dit, soit au-dessus, soit en dessous, et puis que je vois la construction technique des paragraphes, c'est que si tu descends, tu meurs. Ok, est-ce qu'il y a une façon d'éviter cette mort ? Oui, t'y vas pas, d'accord. Est-ce qu'on peut l'anticiper ? Non. Et c'est ça qui m'a un peu frustré. J'ai eu d'autres moments, en effet, où j'ai pu parler à des savants qui m'ont dit oui, tu vas rencontrer un mec dans une tente, un ermite, et il va te proposer du vin, bois le vin, sinon c'est une insulte. Et plus tard dans l'aventure, j'ai rencontré cet ermite, il me propose du vin, et en effet, en buvant le vin, ça m'a restauré non seulement l'énergie, mais je l'ai pas offensé. Je dis, ok, ça c'est cool, tu vois, il y a quand même une explication. Après, je peux comprendre, des fois, j'ai peut-être... En effet, Fred, tu me fais penser, j'ai peut-être raté la personne qui m'explique justement que le sous-sol était dangereux, mais... Ouais, il y a quand même pas mal de morts, quoi. Je veux dire, merde, on meurt pas mal de fois dans cette aventure, hein. Moi, je suis surpris, c'est au niveau des bestiaires, justement. Tu vois, on trouve, des sphinx, minotaures, des nains, une licorne. Et là, comment ça se fait qu'ils ont pondu le génie du biscuit ? Tu sens qu'il y a 27 écrivains derrière tout ça, quoi. Alors, je pense qu'il doit y avoir dans les 27, il doit y avoir un gourmand, en fait. Voilà. C'est sûr. Ouais, il y a un peu de tout. Un bestiaire... alors, je disais, pour Piranha 4, en fait, c'était un peu trop... Il y avait trop de choses, mais là, au moins... Ils avaient chacun leur style, leur identité. Après, oui, en effet, je trouve qu'il y a des... C'est un peu trop... Moi, ce qui m'a perdu, les gars, c'était surtout par rapport aux illustrations et l'histoire qu'on nous raconte. Je sentais vraiment ce côté, comme je disais, 1001 nuits, hein, aventure fantastique, et au bout d'un moment, je regardais les illustrations, mais j'avais l'impression d'être en 1700 et quelques, en Angleterre, sur un bateau, quoi.
fictif et non Heroic Fantasy. Et après, j'ai les maîtres pêcheurs bleus, puis après, j'ai la nana du désert, ça c'était complètement ça me faisait penser vraiment au conte des mille et une nuits. Mais au bout d'un moment, il y a eu des moments en fait où j'étais un petit peu perdu, et je pense qu'on peut en parler davantage. Là, est-ce que l'un de vous a rencontré le biscuit? Le génie du biscuit? Alors moi j'ai dû le rencontrer la première fois que j'ai joué, mais je ne m'en rappelle plus du tout comment la rencontre se passe. Fred, tu l'as rencontré toi? Non, moi je l'ai pas rencontré, non. Oh merde, moi non plus. Et vous avez rencontré le démon quand on est sur de la lave liquide là? On tombe dans une espèce de trou, il y a de la lave liquide, c'est comme dans Star Wars, là, les mauvais Star Wars où on flotte sur la lave et il y a une espèce de démon. Les mauvais Star Wars. Il y a une espèce de démon et on peut le combattre ou lui parler. Bon, comme il est arbalète, on essaie de lui parler, bah il nous fout droit. C'est pareil, que des trucs comme ça, quoi. Ouais, ça arrive. Il suffit que tu fasses juste... T'as une chance sur deux, en fait. Ouais, c'est ça, t'as souvent une chance sur deux, ouais. Donc je viens de relire le paragraphe qui concerne le génie du biscuit. Donc en fait il vous regarde et on a deux choix. Alors est-ce qu'on pense que c'est un sourire qu'il nous fait ou alors c'est une grimace? Alors suivant le paragraphe qu'on choisit, donc attends, Fred, choisis le paragraphe. Oui, pardon. Une grimace. Une grimace. Et toi Xavier? Je vais suivre Fred, allez vas-y, grimace. Bon alors, moi j'aurais pensé qu'il nous souriait parce qu'il aurait peut-être donné des biscuits au chocolat, parce que moi je suis gourmand aussi, mais en fait non, c'est un méchant démon. Donc il vous saute sur vous et on meurt. C'est quoi la bonne réponse alors? Il faut dire que justement qu'il fait une grimace et comme ça après on le combat. Donc toi tu t'es fait bouffer alors? Voilà, la gourmandise est un vilain défaut. Voilà. Génie du biscuit, génial. Ça c'est. Ouais, mais encore une fois, c'est dommage que au lieu de nous donner un désavantage au combat, d'avoir mal fait le choix, ce qui nous permet de continuer l'aventure, en fait, on meurt. C'était ça qui était pénible, quoi. C'est con. Ça arrive trop de fois, en fait. Moi aussi, au bout d'un moment, Fred, c'est marrant, tu me dis ça, mais 11 fois, je sais plus, j'ai pas compté, mais ça m'est arrivé au bout d'un moment. J'ai posé le magazine, je me suis dit, il y en a marre. J'ai eu un moment où j'en ai eu marre. Je me suis dit, putain, j'arrête pas de crever. C'est pénible, malgré que l'aventure était sympa à lire, quoi. Quand tu comprends le concept de toute une classe qui a écrit le livre, c'est amusant à lire, quoi. C'est chouette, mais on aura le cul de mourir, quoi. Mais après aussi, ce qui est sympa, c'est que tu vois qu'il y a un effort d'ambiance. Bon, je pense que c'est un peu le prof de français qui a chapeauté le truc pour l'écriture, mais bon, après c'est très simple, c'est très correct, mais je trouve qu'il faut quand même pas mal d'efforts sur la description. Ouais. Mais le problème, c'est que le monde, malgré ça, t'arrives pas à te retrouver, à te le représenter, parce que c'est trop fourre-tout. À un moment, t'es à côté de la montagne. Et en plus, je trouve que l'architecture du bouquin est mal faite, parce qu'en fait, tu vois bien qu'en fait, il y a une espèce de progression dans le décor où t'arrives près de la montagne. Et des fois, t'arrives près de la montagne, tu fais un chemin et tu te retrouves dans les grottes qui étaient pas dans les montagnes, donc tu te retrouves à faire le chemin et qui disent vous vous rapprochez de la montagne. Et j'ai trouvé que l'architecture, en fait, était pas. Et pareil, insister sur le nombre de torches que t'as, le nombre de repas que tout ça. Je veux dire, qu'est-ce que tu vas vraiment compter le nombre de torches que tu utilises? Il dit parce que des fois, je me souviens, il y a un carrefour, il y a 2 cavernes. Donc c'est à dire que t'as 5 torches là, parce qu'il y a 2 cavernes, tu vas utiliser 2 torches, alors que t'aurais pu très bien utiliser les 2 pour chaque caverne. Bon, tu sais, c'est des petits détails comme ça, mais je trouve qu'en fait, dans l'architecture, il y a des défauts. Et là, c'est pareil, souvent, t'as deux paragraphes d'affilée qui te donnent qu'une seule direction, qui sont là pour faire le raccord. Et moi, c'est ça que je reproche. Je trouve que c'est très créatif, mais que c'est trop fourre-tout, en fait. Mais par contre, les lignes du 5, c'était vraiment sympa. Je sais pas si vous vous souvenez avec le nom du pays d'Ervoul. Oui, j'ai trouvé Sphinx et moi il m'avait demandé quel emblème aussi haut que le soleil à 4 faces était vénéré par tout un peuple. Et après j'avais le choix entre un volcan, une pyramide et un obélisque. Donc après, je t'admets que oui, en effet, c'est la pyramide comme c'est le pharaon. Et j'ai eu un moment d'hésitation pour l'obélisque, sachant aussi que c'est à 4 faces, c'est très haut. Mais en effet, ouais, c'est la pyramide parce qu'il y a le côté divinité, ouais. Non, mais à un moment, il faut faire un paladro, là, mais avec, comment ça s'appelle, c'est Ervoul, c'est ça, savoir si c'est résolu ou Louvre. Donc, tu peux avoir un doute. Je sais plus si c'est un anagramme ou pas. Ah oui, et c'est un anagramme à faire, ouais, c'est Louvre ou, Résolu, Résolu, ouais. Ça, par contre, j'ai pas compris parce que j'ai choisi le mauvais, donc ça me dit que je suis mort, voilà, point barre. Oui, t'as choisi le mauvais, t'es mort. Voilà, t'as choisi le mauvais, t'es mort. Mais j'ai pas compris la cohérence de l'anagramme. Bah, faut juste savoir s'il fallait pas compter en syllabes ou les lettres en elles-mêmes, c'est tout. D'accord. Ok. C'est ok.
Ouais. Mais oui, en effet, j'ai eu des moments où, tu vois, quand j'ai recommencé après me faire brûler par le dragon, là, je suis allé sur le toit pour explorer et pour voir, et en fait, il y a un paragraphe, et j'aime bien ces moments-là. Vous savez, les gars, je suis fan, moi, de la construction du monde, de tout ce qui est, en fait, développement de l'univers. Et les paragraphes d'observation, c'est mes préférés dans les livres dont vous êtes le héros, parce que ça sculpte l'univers. Pour moi, ça m'aide, en fait, avec mon imagination, à visualiser ce qui est en face de moi. C'est pour ça que j'aime beaucoup Sorcellerie. Steve Jackson, il fait ça très bien dans ses livres. Herbie Brennan aussi, quoi. Alors, pour revenir sur celui-ci, hein, des 27 élèves, du prof, il y a un moment où on monte sur le toit et on nous dit, vous voyez la ville, elle est très grande, mais bof, elle est pas habitée. J'étais un peu déçu. Je me dis, mince, il y a un moment là où tu peux me construire le monde, la narrative, tu peux me développer le monde, et tu peux aussi utiliser cette façon-là de me décrire un petit peu ce que je vais rencontrer. Tu vois, tu me mets un petit peu l'eau à la bouche. Tu me dis, il y a une forteresse au loin, il y a ceci, il y a cela, des petites choses comme ça, et non, en fait, c'était pas le cas, c'était bien sûr un paragraphe pour me dire, non, il y a rien, tu peux quitter l'endroit, il y a plus rien à explorer. Jamais, c'est dommage. Donc j'avais des petits moments, autant que j'ai eu des moments très sympas, comme je vous ai dit, où j'ai rencontré le gars qui m'a dit de boire la potion de l'ermite, là, qui nous propose dans la tente. J'ai trouvé ça très chouette, puisque quand on serait avec l'ermite, on passe un moment avec lui, j'aime bien cette atmosphère. Donc il y a eu des moments où vraiment c'était très bien concrétisé, et d'autres moments en effet où on sent que c'est, j'ai l'impression qu'ils disent non, là il y a une bulle, il faut arrêter là, on peut pas développer là-dessus. Donc tu sens qu'il y a beaucoup d'idées qui sont mises ensemble, mais il y a comment dire, il y a eu une difficulté en fait à garder la cohérence entre tout cet univers et ces idées ensemble. Et bon, je pense que c'est bien sûr, ça doit être le cas qu'il y ait 27 écrivains voilà, qui est bien sûr géré par le prof, mais ça fait beaucoup de choses. Après, c'est sûr que c'est un livre écrit à plusieurs personnes, donc tout le monde doit avoir un petit peu de son univers là-dedans, il y a une préférence un petit peu, et tu sens que bien sûr, voilà, le fait que t'aies autant d'écrivains limite aussi la possibilité à la cohérence de l'univers, quoi. Moi, en tout cas, ce que j'aimais, c'est... Donc, il y a 5 objets à trouver. En fait, les objets, pour les trouver, on peut faire plusieurs paragraphes pour en trouver un. Imaginons qu'on n'a pas trouvé la perruque, et on peut l'avoir dans un autre chemin. C'est pas obligé de tomber pile poil sur ce paragraphe-là. Ah, chouette. Donc, je savais pas ça. Super. Moi, les sandalettes, moi, par exemple, je les ai trouvées 3 fois. Voilà. En fait, j'ai tout répertorié, en fait. Le sceptre, on peut le... vous voyez, c'est comme j'ai fait mon dossier, sérieusement. Mais le sceptre, on n'en a pas besoin. Si, normalement, si, il faut. Non, parce qu'en fait, il faut la perruque, le pagne, les sandales, la dague et la roche, là, lapis lazuli. Voilà. Lapis lazuli, ouais. Voilà. Donc, la perruque, on peut l'avoir 2 possibilités différentes pour l'avoir. Le pagne 2 fois, les sandales 3 fois, la dague 3 fois et la roche 3 fois. Ah, bah, moi, c'est le pagne que j'ai pas trouvé, moi. Donc c'est quand même... Enfin moi j'ai la solution, hein, si vous voulez. Donc voilà. Ah ouais, moi c'est le pagne que j'ai pas trouvé, j'ai abandonné après avoir pas trouvé le pagne, et du coup j'ai regardé si j'avais la fin, et puis j'ai lu la fin, mais bon, ça m'a rien apporté de plus, ouais. Bon, moi je les ai trouvés parce que j'ai fait tous les paragraphes aussi, hein, donc c'est pour ça. Hein. Mais sinon c'est vrai qu'il y en a certains qui sont pas faciles à trouver. Hein. Et le pagne, tu le trouves comment alors? Alors attends, là, c'est... Attends, faire... Petite pause, le temps que je cherche. Attends, j'ai noté le numéro du paragraphe, je vais regarder. Attends, 79. Alors le pagne, tu l'as. Alors, c'est le paragraphe 79, tu l'as. C'est. Alors attends. Est-ce que ça te dit quelque chose? Un homme avec une tête ronde qui saute sur son. Qui avec une unique jambe. Pas du tout. Rudoc, non, ça te dit rien? Non. Donc voilà, et après tu l'as dans le 201. Attends, je regarde. 201. Alors, 201. En fait, c'est quand tu soulèves une cape d'un squelette. Tu le trouves là. Ah, ok. Moi, j'ai eu ça en battant un squelette qui avait une cape. Ah bah tu vois, le cri du cœur. Donc voilà, vous soulevez délicatement le squelette, la cape glisse, laissant apparaître un pagne en lin très fin. Voilà. Voilà, il était là. Ok. D'accord. Après, si tu veux savoir les autres paragraphes, tu me dis, hein, Fred. Ouais, non, mais moi j'ai noté aussi, mais ouais, les sandales, je tombais 3 fois dessus, la dague, j'en ai trouvé 2. La perruque, une fois, ouais, voilà. Mais je trouve que c'est sympa, justement, tu vois, que tu as la possibilité voilà, de plusieurs chemins de retomber sur ces objets-là. Donc je trouve que c'est bien, quoi.
Ouais, bah oui, ça t'évite. Oui, c'est sûr, il y a plusieurs. Parce que sinon, ça serait un One Pass Way. One Truth Way, je sais jamais comment on dit, One Pass Way, One Truth Way, je sais plus comment on dit là. Mais ouais, ça, c'est les trucs. Ouais. Les trucs. Pardon, coupe ce que je dis. Laisse tomber. Je dis rien. T'as rien dit. J'ai rien Ce que dit. je dis, le mec, il a rien dit. J'ai rien dit, laisse tomber, vas-y. Ouais, bon voilà, donc franchement, moi j'ai trouvé que c'était vraiment le même principe qu'un peu l'autre, un peu moins chiant, parce que les objets ils ont été un peu moins chiants à trouver. Moi j'ai trouvé plus amusant quand même, plus Ouais. coloré, on va dire. Mais après c'est vrai que ça manque un peu de cohérence, quoi. Mais les dessins, moi je les ai trouvés très bien. Après c'est vrai qu'ils sont pas forcément moi franchement les dessins, je ne voyais jamais à quel paragraphe ils se Ouais, rapportaient. c'est un peu mélangé. Hein. Ouais, mais par contre après oui, les regarder comme ça dans la mise en page, j'ai trouvé ça sympa. Ouais. Ils sont très beaux. Hein. Ils sont très beaux. Oh, non, moi, franchement, si on donne des étoiles, bah moi j'en donne. Je vais être gentil, c'est quand même des enfants qui ont écrit ça. Moi je mettrais 3. Hein. Moi je suis gentil, mais voilà, je trouve qu'ils le méritent quand même. On a perdu notre leader là. Non, Oh là là. je réfléchis à ce que vous dites. Je suis en train juste de réfléchir un petit peu à... Parce que je trouve qu'ils le méritent, c'est quand même, c'est pas donné à tout le monde, et puis c'est sympa, je trouve que c'est vraiment une belle initiative. Moi j'aurais adoré avoir un prof qui nous dise ouais on va écrire, bon, même si ça aurait pas été un livre dont vous êtes l'héros, mais au moins une nouvelle, une histoire. J'ai jamais eu ça quoi, franchement. Je trouve que ces enfants ils ont vraiment eu de la chance, hein. C'est pour ça qu'il faut les encourager, et puis voilà. Franchement, pour conclure là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que l'initiative du prof, je reviens sur son nom, Dominique Chiquet, je trouve que c'est une excellente initiative en tant que professeur de français, quoi. C'est une superbe façon de motiver toute une classe. Ça doit développer le travail d'équipe, la concentration, l'écriture et surtout la créativité. C'est super comme façon. Comment dire. Ça suit pas en fait les lignes de la pédagogie classique où c'est je te montre ce qu'il faut faire et tu fais, point barre. Là il y a vraiment toute une créativité, j'imagine, hein. Il y a toute une créativité qui s'est fait là-dessus, et pour moi je trouve ça très motivant. Je trouve que des profs qui font des choses comme ça, c'est exemplaire dans la scolarité, quoi. C'est super. Et puis surtout, ça permet d'avoir, à ton âge, jeune âge, comme ça, c'était quoi, une 6e ? Oui, En 6e. Ouais, t'as une œuvre publiée, quoi, dans un magazine qui est quand même fait par Gallimard et Télérama, c'est chouette aussi. Pour tous ceux qui veulent découvrir l'amour, la passion de l'écriture, c'est chouette. C'est un super début. Il y a pas de... Enfin, j'ai absolument... de l'amour pour ça, quoi. Je veux le dire, hein, c'est ça. Hein. Je trouve que c'est chouette, c'est une superbe initiative. L'aventure, après, voilà, moi j'avais ma critique à dire, mais ça ne change pas le fait que, ouais, c'était amusant à faire. Et un projet à 27 personnes dessus, voilà, c'est 27-28 cerveaux qui confectionnent une histoire. C'est pas quelque chose de facile à faire, surtout en 316 paragraphes quand même. Donc c'est très difficile, quoi. C'est impressionnant, c'est chouette. Ça change, en fait... C'est quelque chose que je pense qui aurait été chouette à retrouver dans chaque Piranha, quoi. Bah surtout que là, pour une fois, les enfants s'adressent aux enfants, quoi. Ouais, j'ai l'impression que ce 5e volume de Piranha, c'est celui qui commence déjà à... tu sais, à la régie, c'est... ok, on pige un petit peu ce qu'on doit faire, quoi. Mais là, ils vont pas retenter l'expérience, hein, hélas, c'est dommage. C'est ce que j'allais dire, tu sais. Voilà. Ben voilà les gars, est-ce que vous voulez rajouter une petite chose avant qu'on conclue un petit peu sur le Rapt ? Je me demande quel gamin connaissait le lapis-lazuli, hein, parce que ça c'est la référence de SF ultime. Hein. Alors le mec c'est un bon. Hein. Il s'appelait Jack Vance. Ah c'est ça, il s'appelait Jack Vance. Non, franchement c'est chouette comme projet, comme aventure, c'était amusant, c'est divertissant, surtout dans un magazine qui t'offre autre chose que le livre dont c'est le héros, que t'aies ça en plus du magazine, moi je trouve ça chouette, quoi. C'était amusant. Et puis de très très belles illustrations, moi j'ai vraiment aimé le boulot de Philippe Munch là-dedans, quoi. C'était chouette. Munch. Oui, moi j'aurais dit Munch, ouais, comme les biscuits Monster Munch. Ah bah là on est à fond dans le goûter, hein, dans cet épisode. Hein. C'est le goûter au CDI, c'est ça, pas à la cantine. En plus, dans ce Piranha-là, donc vous avez la photo donc des élections législatives au début, première page, et à la fin vous avez le Rapt. Donc voilà, c'est vraiment la différence du début du magazine et la fin. Et on trouve, ça je voulais le signaler parce qu'on trouve à la fin une petite phrase, ça m'a fait bien rire, donc de Gallimard qui dit, qui parle justement des 3 premières aventures, la pierre de sang, les 12 secrets du sorcier et Menace sur la galaxie. Donc c'est nos premiers épisodes aussi qu'on a fait. Et ils disent, ces 3 aventures vont bientôt paraître en album. C'est pourquoi nous ne
publions pas ici les bonnes réponses. Oh, Oh, c'est il y a abusé. il y a le mec du département juridique là qui a gagné son chèque là. J'imagine. Je pensais voir toute l'équipe tu sais, qui nous parle gentiment en nous disant ça. Vous comprenez, on peut pas vous donner les réponses. Et pendant qu'ils nous parlent, en fait, ils ont tous des doigts d'honneur, quoi. Ah, c'est Oh. pas sympa, hein, c'est pas sympa. Hein. Mais surtout que c'était promis, quoi. C'est pas Ah grave, ouais, vous pouvez voir l'opéra avec vos parents, là on a des réductions sur Paris. Oh, quel abus, quoi. C'est pas Et possible. c'est écrit en tout petit, hein, pour qu'on le voit, voilà, pour qu'on le voit pas. Hein. Ah, quel tragique destin, je te jure. Mais bon. Et qu'est-ce que c'est l'annonce de la psychopathe fan de Gainsbourg là? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ah ouais, elle est de retour, non? Oui, en fait, ouais, c'est une jeune demoiselle en fait. À chaque fois, elle poste. En fait, apparemment, elle veut être en contact avec Charlotte et donc ce que je peux comprendre, hein, parce que c'était en plein boom de l'effronté, hein, le film, hein, qui a vraiment fait beaucoup de succès. Tu l'as l'annonce, hein, c'est au secours Charlotte, réponds-moi. Bah, Je sais c'est quoi le ton Non, du truc? Il faut que je la recherche, hein, mais disons qu'elle cherche à rentrer en contact avec d'autres élèves du collège de Charlotte Gainsbourg, donc parce qu'elle veut à tout prix apparemment rentrer en contact avec Charlotte. Elle Voilà, veut se faire un donc, bodysuit, quoi. Fait de la peau de Charlotte, c'est ça? Voilà, donc après. C'est Buffalo Bill. Oh, n'importe quoi. Tu fais penser, elle arrête pas, la gars, elle arrête pas d'écrire Charlotte et où Charlotte. Au bout d'un moment, ça fait le fan un petit peu too much, quoi. Je sais pas, après, j'ai peut-être vu trop de films sur les tueurs en série, j'en sais rien. Non mais t'inquiète, maintenant elles sont amies sur Facebook, tout va bien. On arrête. Je porte ma Charlotte. Elle est avec moi. Ah, fuck. Ok. Et voilà, les gars, ça conclut justement notre 5e épisode, voilà, sur Piranha, avec l'histoire dont vous êtes le héros, le rapt. Les mecs, alors qui choisit quoi, là? Qu'est-ce qu'on fait péter comme musique? Ouais, moi j'ai un truc un peu pété, justement, un truc, comme on est un peu parti en couille à la fin, là, je mettrais bien un truc qui s'appelle, en plus ça devrait nous plaire, c'est j'aime regarder les filles qui dansent sur la plage. Ça te parle, non? Ouais. Oh là là, oui, genre elle est connue celle-là, ouais. Ah oui, ouais, très capsule temporelle aussi, et que je vous retrouve le petit dossier de Patrick Coutin, voilà, pour ceux qui s'en souviennent. J'aime regarder les filles, du bon rock à la française. Ouais, vas-y, bah, c'est Enjoy. parti. Enjoy. Enjoy. Hello, enjoy the fee on the plage. Hello, bienvenue. I would like Coca-Cola, merci. C'est horrible. Bon, allez, les blagues qui tombent à plat, je suis chef ce soir. Les gars, on se quitte sur ce morceau de l'été. Et puis, allez, on se dit à très bientôt pour un prochain podcast. À bientôt. Ah, ciao tout le monde. Ciao. Tchuss. Tchuss. J'aime regarder des filles qui marchent sur la plage. Sur leur peau le soleil caresse bien trop sage. Le vent qui les décoiffe, un goût